Bonjour, nous allons aborder les principes d'interprétation des désordres acido-basiques. Alors nous envisagerons les bases physiques chimiques, puis physiologiques et physiopathologiques de l'équilibre acide-base. L'approche générale de Stewart sera succinctement abordée de façon à comprendre pourquoi cet équilibre ne peut pas être convenablement envisagé de façon isolée, c'est-à-dire sans la vision générale de Stewart. Enfin, quelques pièges qui nous sont tendus seront déjoués et nous finirons en récapitulant les situations les plus fréquentes. Alors pH, ça veut dire potentiel hydrogène. C'est l'expression indirecte de la concentration de protons, mais il faut plutôt y voir une description de l'état de liberté de cette molécule très particulière du fait de sa toute petite taille et de sa charge positive identique à celle des plus gros atomes, et c'est ce qui lui confère une exceptionnelle réactivité chimique, et pour nous, dans le monde du vivant, biochimique. Le pH, c'est l'un des deux potentiels de la chimie. Et il faut faire le parallèle avec le potentiel redox, qui lui explore la disponibilité des électrons. Une oxydation, c'est l'enlèvement d'un électron. Ces deux potentiels, ils mesurent la force motrice de la plupart des réactions chimiques des éléments supérieurs de la classification de Mendeleïev, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans la biologie. Alors la concentration de protons, elle est égale à 10 puissance moins le pH. Alors c'est une méthode d'expression du potentiel hydrogène qui est communément utilisée, mais qui est très discutée. Enfin bon, maintenant c'est fait, il y a peu de chances qu'on change facilement en tout cas. Ainsi, à pH 7,40, eh bien, il y a cette quantité-là de mol par litre de protons. Vous voyez que c'est extrêmement faible, ça représente 40 nanomoles, et ce qui est très très peu, surtout en regard des quantités astronomiques de protons qui sont générées par notre métabolisme chaque jour. Alors on devine tout de suite que cette concentration, elle est très faible, elle est maintenue très faible, car sinon de nombreuses réactions de la biochimie ne pourraient pas se faire. On devine aussi que le pH va être finement régulé. Alors, en pratique, le proton n'est pas libre. Il est conjugué à une ou plusieurs molécules d'eau selon un réseau cristallin extrêmement transitoire. Enfin, ce n'est pas très important de le savoir. Il dépend de l'équilibre de dissociation de l'eau, qui lui-même dépend de conditions physiques. La glace a un pH plus élevé, de l'ordre de 8, que l'eau bouillante, qui a un pH plus bas, de l'ordre de 6. Alors, si on dit que le pH plasmatique est à 7,40, c'est qu'il est régulé de façon extrêmement fine, mais néanmoins le pH extracellulaire, plasmatique en l'occurrence, n'est pas une priorité de l'organisme, c'est le pH intracellulaire qui compte le plus. Alors on sait qu'en clinique, le pH extracellulaire, il varie entre 6,40 et 7,60. En dehors, le patient a peu de probabilité d'être vivant. En revanche, le pH intracytosolique, il est à 7,20 sur la plupart des cellules. Il y a des exceptions pour des cellules, par exemple des cellules de l'épithélium gastrique, qui ont un métabolisme tout à fait particulier, mais qui bénéficient d'une régulation extrêmement précise de la valeur. Or, le pH a une importance physiologique majeure. Vous voyez par exemple cette enzyme, la phosphofructokinase, l'enzyme de la glycolyse. Comme la plupart des enzymes, son activité va dépendre de la valeur du pH. Alors, sa régulation est donc absolument indispensable pour toute vie biochimique et donc biologique. Ici, la PFK, vous voyez que lorsque le pH décroît, son activité chute de façon assez brutale, et c'est même un mécanisme qui est utilisé pour la régulation du fonctionnement de cette enzyme. La force d'un acide est constante dans des conditions données. Elle découle de propriétés des électrons de l'orbital externe des molécules qui sont très largement prévisibles à partir des éléments du simple tableau de Mendeleïev. En pratique, on va utiliser le pK pour quantifier une force acide ou basique. Le pK, c'est le pH auquel on observe l'égalité des concentrations des molécules dissociées et non dissociées, les A- et les AH, autant de l'un que de l'autre. Alors attention, très important, une nomenclature dit que la forme A- se suffixe en ate, glutamate, et la forme qui possède le proton attaché se préfixe en ic, acide glutamique, lactate, lactique, etc. Le pouvoir tampon, c'est cette propriété qu'a une molécule de capter un proton ou de libérer un proton, selon le sens de l'évolution, lorsque le pH varie.
Et vous voyez sur ce schéma que le pH variera extrêmement peu autour du pK et beaucoup à distance. Et c'est ce qui va conférer, en fonction de leur pK, à toutes les molécules, un pouvoir tampon à un pH donné. Alors, à titre d'exemple, HCl, l'acide chlorhydrique, qui est totalement dissocié, il a un pK à moins 6,3, il n'exercera jamais de pouvoir tampon. Un exemple qui lui est issu du acide lactique, ou plus exactement le lactate, qui lui a un pK à 3,9. Et vous voyez dans l'équation écrite au bas de la diapositive que vous aurez autant de lactate que d'acide lactique lorsque le pH est à 3,9, ce qui ne se voit bien sûr jamais dans nos conditions physiologiques. Il en découle que l'acidose lactique n'existe pas. C'est une acidose hyperlactatémique. Et c'est bien parce que tout l'acide lactique est sous forme de lactate que les protons sont libres et que donc cette molécule a un pouvoir acidifiant. Un autre exemple issu du biologique, le bicarbonate. Le couple acide carbonique-bicarbonate a un pK à 6,10, avec en bas l'équation qui là est exprimée non pas sous la forme d'un Nusselt Hasselbalch, mais sous la forme chimique, c'est-à-dire avec le bicarbonate divisé par l'acide carbonique. À 6,10, il y aura autant d'acide carbonique que de bicarbonate en solution. Attention, encore une fois, les hâtes et les ics. On peut exprimer cette équation différemment et vous retrouvez Anderson-Hasselbalch où on a simplement exprimé par le coefficient de diffusibilité du CO2 dans le plasma la quantité d'acide carbonique avec un petit oubli qui est l'activité de l'anhydrase carbonique qui transforme l'un dans l'autre mais qui est tellement importante qu'on peut effectivement la négliger. Un acteur du monde biologique, le lait phosphate. Alors pour une fois on peut dire lait. Il n'y a qu'un lactate, alors qu'on dit fréquemment dans le jargon médical lait lactate. Non, il y a un dextrogir, un lévogir, mais enfin en pratique il n'y a que le lévogir chez nous. En revanche les phosphates, il y en a 3. Là le pluriel est adapté. Et parmi ces 3, 2 sont impliqués dans les situations biologiques. En tout cas, il ne faut jamais dire le phosphore, parce qu'il n'y a pas du tout de phosphore dans notre organisme, c'est beaucoup trop réactif. Dès qu'il voit de l'oxygène, il donne justement des phosphates. Et vous voyez que le pK, le deuxième des 3 pK des phosphates, entre H2PO4- et HPO4-, il est à 7,21. Ce qui est très intéressant, c'est très proche du pH cytosolique, et de fait, c'est le tampon intracellulaire. Il a une très faible concentration extracellulaire qui limite son rôle de tampon. Il est simplement acidifiant, on en reparle un petit peu plus loin. Et puis en bas, l'équation traditionnelle qui ressemble à celle de Hasselbalch, mais ici exprimée avec les phosphates. Autre acteur important, l'albumine. Alors l'albumine, c'est la protéine du milieu extracellulaire. Elle bénéficie de 185 acides aminés chargés, ce qui est énorme. Et ces acides aminés chargés, il y en a des positifs, il y en a des négatifs, et globalement la charge négative l'emporte de 14 milli-équivalents par litre. Elle est donc acidifiante. On peut parler d'albuminate, qui est la forme anionique de cette protéine. Et elle exerce un pouvoir tampon extracellulaire, bien évidemment, et elle est acidifiante. Le pouvoir tampon de l'albumine, justement, il est très particulier parce qu'il est étendu et il repose sur des histidines. Les histidines, donc acides aminés inclus dans la chaîne moléculaire de l'albumine, eh bien, elles ont, en fonction de leur position, la possibilité d'exercer à des pH différents, donc de présenter des pK différents, ce qui donne à l'albumine une possibilité d'exercer un pouvoir tampon à des pH très différents. Ce n'est simplement pas les mêmes radicaux qui seront mis en œuvre. Alors, quelques considérations terminologiques assez fondamentales. On distingue les tendances et les états. Alors, l'acidose, c'est le nom qu'on donne à un mécanisme qui contribue à réduire le pH. Une alcalose, c'est le nom qu'on donne au mécanisme qui contribue à accroître le pH. Et l'acidémie, c'est quand le pH est bas, et l'alcalémie, c'est quand le pH est élevé. Donc, vous voyez, il y a l'objectif, ce sont les suffixes en émis, et il y a la route qui y conduit, ce sont les suffixes en O. Alors voilà des exemples. Ce patient, il a une acidémie, une hypocapnie par alcalose ventilatoire, une hyperlactatémie et acidose métabolique. Celui-ci,
il a une alcalémie, une hypocapnie, alcalose ventilatoire, une alcanose métabolique minérale. Il manque des données, on ne comprend pas très bien pourquoi il est dans cet état curieux. Ce patient-là, il a un pH normal, 7,39, une hypercapnie avec acidose ventilatoire et une alcalose métabolique minérale. Alors, chacun connaît l'approche traditionnelle à 4 cases, 2 acidoses et 2 alcaloses, une ventilatoire, une métabolique. On a appris ça assez tôt dans nos études médicales. On attribue respectivement à la capnie et au bicarbonate la responsabilité de l'acidose ou de l'alcalose. En réalité, ces troubles simples sont plutôt rares, du fait d'associations de processus et de l'existence de contre-régulation. Alors, on va parler de troubles mixtes quand il y a au moins 2 tendances dans le même sens, et de troubles complexes quand il y a au moins 2 tendances opposées. Dans la réalité clinique, la plupart des troubles sont complexes, ne serait-ce que parce qu'il y a très souvent des tentatives de régulation, de contre-régulation d'un trouble acido-basique. Ça fait déjà un système complexe dès le départ. Alors, la situation métabolique est à l'origine de nombreuses questions. Il nous faut quand même nous attarder un petit peu dessus. Autrefois, on attribuait les troubles métaboliques exclusivement au bicarbonate. Or, le bicarbonate, c'est un acide faible et volatile, ça le rend peu susceptible d'imposer le pH par rapport aux autres molécules dont le pK est inférieur en particulier. Et en plus, il est éliminé par la ventilation, ce qui le rend absolument incapable de s'accumuler, mais aussi incapable d'exercer une pression anionique, comme le fait le lactate par exemple. Alors en fait, sa concentration, elle est déterminée par les électrolytes minéraux et par les autres acides plus forts. Accumuler un cation fort comme du sodium, Na+, permet à la concentration de bicarbonate, donc d'anion, bicarbonate, de s'élever, ce qui a longtemps donné l'illusion d'un effet lié à sa haute concentration, alors qu'en fait c'était simplement le compartiment cationique en face, pour respecter l'électroneutralité, qui lui conférait non pas le pouvoir d'être alcalinisant, mais la propriété de s'accumuler. C'est ce qui est à l'origine, cette vision des choses, de la généralisation du principe de l'équilibre acide-base qui a été réalisé par Stewart. Alors on ne peut pas accumuler de bicarbonate, acide faible et volatile, ou alors il faut accumuler un cation fort, et on ne peut pas perdre de bicarbonate tout seul, il faudra toujours qu'il soit perdu avec un cation fort. Alors il existe tout de même des points d'accord importants entre les deux approches de l'équilibre acide-base, en particulier en ce qui concerne le CO2. Alors on apprend à l'école primaire que l'hémoglobine est chargée du transport de l'oxygène depuis les poumons vers les organes, que les organes consomment cet oxygène et que l'hémoglobine repart réduite vers les poumons pour se faire réoxygéner. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le pK de l'hémoglobine réduite est à 7,8, c'est-à-dire qu'il va avoir une relativement haute affinité pour H+, pour les protons. Et ça tombe tout à fait bien, puisque les tissus qui libèrent du CO2 vont, grâce à l'anhydrase carbonique, accélérer la réaction qui se ferait spontanément, CO2 plus H2O, qui donne un proton et du bicarbonate. Ce proton est ainsi emporté par l'hémoglobine, et du bicarbonate a été généré. Et ça, c'est très utile parce que le CO2 est tellement diffusible que s'il était libéré au niveau des tissus tels quels, il ferait des bulles et il n'aurait absolument pas idée de partir vers les poumons. Le fait de le lier à une molécule d'eau dotée d'une charge négative va le rendre hydrosoluble et donc aisément transportable dans le torrent sanguin. Notre hémoglobine arrive au niveau des poumons, elle est réoxygénée, et là, le changement conformationnel dont elle est l'objet lui réduit son pK à 6,6, elle ne veut plus du proton, et l'équation Hb plus O2 donne HbO2, devient HbH plus O2, donne HbO2 plus un proton. Et ici, même chose qu'au niveau tissulaire, mais dans l'autre sens, le proton lié au bicarbonate grâce à l'anhydrase carbonique donne de l'eau aisément métabolisable et du CO2 qui cette fois-ci peut être ventilé. En clair, ce mécanisme assure le transport du CO2 sous forme de bicarbonate, un petit anion hydrosoluble,
On appelle effet Bohr la synthèse du bicarbonate et effet Haldane la synthèse du CO2. Au total, tout se passe comme si le CO2 tissulaire était combiné à l'eau pour devenir du bicarbonate qui est aisément transportable, qui lui-même va redevenir du CO2 et H2O, le CO2 étant ventilé. Cette magie est liée à l'anhydrase carbonique qui intervient aux deux points. Alors cette formule est réellement une formule magique puisque deux déchets métaboliques, le proton et le CO2, vont être transportés vers le poumon pour être ventilés sous forme de CO2 avec génération d'une molécule d'eau relativement inoffensive et qui dispose de ses propres émonctoires. Alors en revanche, il nous faut parler des situations où Anderson et Hasselbalch ne sont pas d'accord avec Stewart, et c'est indispensable parce que l'interprétation d'une gazométrie repose qu'on ait bien compris les deux façons d'aborder la question. Alors le premier point, c'est que le pH, figurez-vous, obéit aux lois de la physique et de la chimie. Et ça a été le premier principe exposé par Stewart. Vous en avez ici un extrait de son ouvrage, où il donne 4 grands principes: l'équilibre de dissociation de l'eau, la conservation de la masse, l'équilibre de dissociation connu des acides et l'électroneutralité, c'est-à-dire que la somme des cations doit être la somme des anions. C'est ce qu'on retrouve sur ce schéma qui touche au plasma, où vous voyez 2 colonnes, la colonne des cations à gauche, la colonne des anions à droite. Les cations sont exclusivement minéraux, ce sont des éléments du tableau de Mendeleïev. Dans les anions, il y a un anion minéral, c'est le chlorure, mais à côté, des anions qui sont issus du vivant, qui sont des molécules biologiques issues de notre métabolisme. Alors l'idée de Stewart a été de considérer que les ions forts exercent une contrainte électrique forte, un vrai pléonasme, tant qu'ils sont présents, et qu'ils n'ont pas été l'objet d'une réaction physiologique, parce qu'on peut faire varier la concentration de Na ou de chlorure, mais ça impose un fonctionnement physiologique intelligent, organisé, qui dans cet exemple précis sera assuré par le rein. Et ainsi, les électrolytes se trouvent être des déterminants des concentrations d'anions faibles, aux côtés des acides forts qui eux le font depuis l'intérieur du compartiment organique dévolu aux anions. Alors il en découle une notion qui est capitale, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les cations totalement dissociés et les anions totalement dissociés, et c'est ce qu'on appelle la différence des ions forts, la DIF, en anglais Strong Ion Difference, la SID. La DIF, attention, il y a une astuce, le lactate avec son pK à 3,9 est totalement dissocié, et bien qu'il ne soit pas minéral, c'est le seul d'ailleurs des anions ou des cations qui n'est pas minéral dans cette différence des ions forts, eh bien il va se comporter comme s'il était un minéral, comme s'il était totalement dissocié. Donc vous pouvez faire le calcul vous-même, vous faites la somme de 140 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait en gros 147. Moins le chlorure 100, il reste 47, moins le lactate 2, il reste 45. La différence des ions forts est de l'ordre de 45 milli-équivalents, négatifs bien sûr, c'est une différence anionique. Attention à ne pas la confondre avec le trou anionique qui n'a pas grand-chose à voir. Alors le deuxième point de discordance Anderson-Hasselbalch-Stewart, c'est que le pH doit dépendre de tous les acides. Ça apparaît là aussi à peu près évident. Pour Anderson et Hasselbalch, seule cette équation comptait le CO2. Le CO2 et ses différentes formes en solution dans le plasma. Et en fait, il est bien évident que le pH, il est également déterminé par la présence des autres substances qui exercent un pouvoir acide ou alcalin. L'albumine, le phosphate, le lactate, et puis tout autre candidat qui peut être présent, en particulier dans des situations pathologiques. Je pense aux indosés anioniques, dont l'absence d'élimination rénale pourrait permettre une accumulation. Et donc ce jeu d'équations doit être en permanence satisfait, puisque le pH membre de gauche de toutes les égalités, c'est le même partout. Et ça signifie que par exemple, lorsque du lactate s'accumule par insuffisance de métabolisme, il va réduire le pH, et le pH étant réduit, toutes les substances qui ont un pK plus élevé que 3,9 sont priées de s'aligner. Les forts commandent aux faibles.
Et l'exemple le plus typique, ça va être celui du 6,10, du pK 6,10, du couple acide carbonique bicarbonate, qui va obliger à une réduction du bicarbonate. Vous voyez donc que le bicarbonate n'est pas l'élément primitif de cette acidose métabolique. Alors le monde, selon Stewart, c'est tout simplement le mélange de toutes ces équations pour arriver à une démonstration, comme une démonstration de théorème mathématique, à l'établissement sont les déterminants du pH. Voilà l'une des publications Princeps qui date de 1978 et qui avait été présentée à un symposium à Strasbourg au mois de juillet 1977. En résumé, pour aller vite et donner le résultat global, le pH admet 3 déterminants indépendants entre eux, la différence des ions forts, la PaCO2, bon là ça ne change pas beaucoup pour ce deuxième point, et puis les acides faibles présents dans le milieu extracellulaire ou intracellulaire, mais pour le milieu extracellulaire, le phosphate, l'albumine et les autres. Et vous voyez surligné en jaune une phrase extraite de son livre qui explique qu'il y a 3 déterminants et puis point à la ligne. Alors en pratique, il y en a d'autres, mais les autres, ils sont essentiellement le fait de situations non physiologiques. On les regroupe dans un Strong Ion Gap, un TIF, un trou des ions forts, dont on espère qu'il ne croîtra pas, et s'il croît dans une situation pathologique, c'est qu'il est occupé par des substances qu'il s'agit cliniquement de déceler. Vous voyez, cette approche rappelle un petit peu celle qu'on avait autrefois avec le trou anionique. Alors, cette vision, elle est qualitative. C'est la vision quantitative qui vous donne la puissance respective de ces déterminants. La différence des ions forts pousse très fort vers l'alcalose, la peptidase-CO2 pousse très fort vers l'acidose, enfin vers l'acidémie par une acidose, devrais-je dire. L'albumine et le phosphate ont des pouvoirs bien moindres pour provoquer l'acidose. C'est d'autant qu'en pratique clinique, les variations d'albumine, elles ne sont pas très importantes et plutôt à la baisse. Et les variations de phosphate, elles peuvent être importantes dans les rhabdomyolyses, syndrome de Leigh, mais enfin ça ne dure jamais très longtemps. Et vous voyez à la taille de la flèche que cet effet sera bien moindre que celui d'une peptidase CO2 augmentée par exemple. Alors le point le plus nouveau est sans doute que le bicarbonate ne trouve pas sa place dans les déterminants du pH. La concentration de bicarbonate est bien réduite en cas d'acidose métabolique, mais c'est une conséquence, pas une cause. Alors, on va dire quelques mots de la régulation du pH dans l'organisme et de ses plusieurs effecteurs, essentiellement du pH externe. Le CO2 tissulaire issu du cycle de Krebs mitochondrial, il est transformé sous forme de bicarbonate jusqu'au poumon, où il est ventilé. La PaCO2 est régulée par voie nerveuse et les anions faibles, anions indosés, sont générés par les tissus, dont le foie. Ils sont mis en circulation et vont être filtrés par le rein qui assure une totale réabsorption du bicarbonate. Ce n'est pas une réabsorption en cas d'acidose, c'est tout le temps 100% de réabsorption du bicarbonate. On va en reparler. Enfin, le tractus digestif, il est essentiel à notre équilibre par la maîtrise de l'équilibre hydroélectrolytique. C'est un sujet dont on parle rarement, mais il est sensible aux hormones régulatrices de l'absorption et de la sécrétion de différents électrolytes. Et notre alimentation, qualitativement et quantitativement, va jouer un rôle dans la quantité de cations et d'anions présents dans notre plasma, et donc dans la différence des ions forts, et donc dans l'équilibre acido-basique. Quelques rénale du bicarbonate qui donc est toujours faite à 100%. Bien, c'est en fait un cation sodium qui est réabsorbé par la cellule tubulaire depuis la lumière urinaire. Et ce Na+, il est de façon isoélectrique échangé avec un proton. Donc en fait, on y voit aujourd'hui davantage un mécanisme de réabsorption du sodium que la volonté de réabsorber du bicarbonate. Quoi qu'il en soit, ce proton qui se trouve dans la lumière va trouver l'un des bicarbonates qui a été filtré par la filtration glomérulaire, et là, l'anidrase carbonique du pôle urinaire de la cellule tubulaire va assurer la transformation en CO2 et en H2O. L'eau reste dans l'urine primitive et le CO2 diffuse très facilement sous l'effet d'un gradient de pression du gaz qui est favorable à son passage à l'intérieur de la cellule.
ou il retrouvera une autre anhydrase carbonique sur l'autre pôle de la cellule tubulaire qui en refait un bicarbonate qui lui va passer dans la circulation générale. L'eau, elle, est éliminée bien évidemment. C'est donc une réabsorption d'abord de sodium. Alors c'est saturable, mais c'est stimulable par l'acidose, l'hypercapnie, l'hypokaliémie, la déshydratation, l'hypercalcémie et l'action de l'angiotensine 2. 95% du bicarbonate, là encore une fois on ne dit pas des bicarbonates mais du bicarbonate, est absorbé par cette voie-là, et les 5 autres pourcents c'est par l'intermédiaire d'un cation ammonium, et ce cation ammonium il vient se substituer au proton pour faire à peu près les mêmes réactions, et ça introduit un nouvel acteur qui est le muscle. Le muscle, est, à partir du glutamate et d'ammonium, fournit de la glutamine au rein qui lui permet de faciliter, de compléter cette action de réabsorption du bicarbonate. Alors ça, c'est la régulation du pH dans le milieu extracellulaire. Intracellulaire, c'est beaucoup plus complexe et spécifique de chacune des cellules. En plus, vous le voyez sur la partie droite de la diapositive, les concentrations des électrolytes respectent bien sûr l'électroneutralité, mais sont complètement différentes. Il n'y a presque pas de sodium, il n'y a presque pas de chlorure, il y a énormément de potassium et il y a énormément de phosphate. C'est le tampon intracellulaire. Le phosphate servant à tout, aussi bien avec l'ADP pour fabriquer de l'ATP, pour phosphoryler l'extrémité de toutes les molécules dont on veut contrôler ou assurer le transport. Enfin, c'est vraiment une boîte à outils élémentaire, et en plus du fait de son pK à 7,21, il va assurer le pouvoir tampon maximal à l'intérieur du cytosol. Alors en pratique, après ces considérations fondamentales, qu'est-ce que tout cela change dans la vie de tous les jours? Alors dans la vie de tous les jours, une première précaution, c'est d'assurer à son prélèvement gazométrique une bonne qualité. Alors on fait ça avec aujourd'hui du matériel, des seringues dédiées avec un système de bouchage de l'orifice qui est de très bonne qualité, une petite bille à l'intérieur pour assurer le mélange, avec de l'héparine qui n'est plus sous forme liquide, mais en poudre, de façon à ne pas diluer et modifier en particulier l'acidité du mélange. Alors, il faut quand même bien chasser une éventuelle petite bulle d'air, parce qu'il y a un danger d'hypocapnie, fausse hypocapnie, puisque le CO2, qui je vous rappelle est très diffusif, risque de sortir dans la bulle et donc de ne pas être mesuré. On mesurera un plasma appauvri en CO2. L'oxygène de la bulle a quand même assez peu de chances de contaminer, sauf si vous êtes dans un caisson hyperbare par exemple. On va conserver cet échantillon dans de la glace, alors pas lorsque il s'agit d'un transport de 10 minutes, mais dès qu'il est plus long, c'est essentiel. Le but, c'est de bloquer le métabolisme énergétique par l'hypothermie. Pas tellement des globules rouges qui peuvent modifier le lactate, mais essentiellement des leucocytes. Et en particulier chez les patients porteurs d'une leucémie, la masse leucocytaire est de nature à modifier considérablement la P-ACO2. Alors jetons un œil aux différents paramètres, comme disent les biologistes, qui nous sont proposés par les appareils à gaz du sang. Alors déjà, on réalise toujours des gaz du sang en artériel, jamais en veineux, sauf besoin tout à fait spécifique du veineux, comme par exemple la calibration d'une SVO2. Le premier d'entre eux, le pH, nous est donné avec une très grande précision. Les deux chiffres après la virgule sont tout à fait justifiés, tout comme la P-AO2. La P-ACO2 est un peu moins précise, elle peut être l'objet d'une erreur de 2-3%, mais ça reste tout à fait acceptable en clinique, qu'en recherche que cela peut poser des problèmes et justifier des conditions de mesure extrêmement rigoureuses avec des appareils de haute qualité. La valeur du bicarbonate est calculée, jamais mesurée sur les gaz du sang. Néanmoins, cette valeur a un intérêt à titre de contrôle qualité, on en reparle un petit peu plus loin. Le bas excess. En un mot, il ne sert à rien du tout. C'est une tradition du nord de l'Europe et des États-Unis. C'est aussi une tradition ancienne. À l'époque, on donnait une importance capitale au bicarbonate. C'est en clair la quantité d'acide ou de base qu'il faudrait ajouter à 1 litre de sang, tel que celui qui est analysé,
pour le ramener au pH normal à la PaCO2 normale. En gros, ça dit si le patient est en acidémie ou en alcalémie, et avec quelle intensité. En fait, ça n'a pas d'intérêt du tout quand on sait interpréter les gaz du sang. Le lactate, alors l'artère fournit un sang veineux mêlé, parce que même s'il y a une très faible production de lactate pulmonaire, il n'y a absolument pas d'élimination du lactate entre l'artère pulmonaire et l'artère radiale, et donc ça permet d'avoir un mélange de tous les sangs veineux de l'organisme et d'avoir vraiment une idée de la lactatémie globale de l'organisme et non pas de la lactatémie régionale si jamais on faisait une prise de sang dans un territoire veineux. Le ionogramme sanguin doit être réalisé dans la mesure du possible de façon synchrone et pourquoi pas sur l'artère, rien ne s'y oppose. Alors il va contenir le sodium, le chlorure, le potassium et le CO2 total. C'est la bonne appellation. Il faut éviter les vieux termes de réserve alcaline qui n'ont vraiment aucun sens, ainsi que le terme de bicarb total, parce que ce n'est pas du bicarb, c'est la somme du bicarbonate, de l'acide carbonique et du CO2. L'intérêt de cette mesure, car là c'est une mesure, c'est d'être comparé à la valeur du bicarbonate calculé issu des gaz du sang artériel. L'écart entre les deux ne doit pas dépasser 3 ou 4 milléquivalents, ce qui serait un signe soit de prélèvement fait pas au même endroit, pas au même moment, soit de dérive de l'un d'entre eux, ou d'erreur survenue sur l'un d'entre eux. L'albumine, on l'a vu dans l'approche globale, il est très important d'avoir une appréciation de la quantité d'albumine du patient, tout comme les phosphates et le calcium ionisé si vous voulez calculer une différence des ions forts avec une bonne précision. Le ionogramme urinaire, lui aussi, est très utile et si possible relativement synchrone. Alors tant qu'à faire, on va commencer par la mesure de la créatinine urinaire associée au volume d'urine prélevé et au temps qui a été nécessaire au patient pour le fournir, ce qui va nous permettre de faire un calcul de la clairance de la créatinine, puisque je vous rappelle que dans les circonstances de réanimation, les formules comme GO, MDRD n'ont aucun intérêt. Le Na urinaire, le chlorure urinaire et le pH urinaire, qui sont tous les trois très utiles, et j'oublie le potassium urinaire. Ils vont permettre pour NAU, KU et CLU de voir s'il y a une adaptation ou non au contexte clinique et de réaliser un diagnostic étiologique, en particulier des alcaloses métaboliques. CLU et pH urinaire, eux, vont permettre le diagnostic étiologique des acidoses métaboliques. Alors un premier point à aborder est l'adaptation ventilatoire. Alors parfois on l'appelle la compensation. Ce terme est usuel et recouvre une réalité. L'acidification du liquide céphalorachidien et l'acidémie stimulent la commande centrale ventilatoire qui produit une hyperventilation et donc une alcalose ventilatoire. On atteint le pH normal dans le cas le plus favorable si l'acidose métabolique n'est pas trop intense. On voit sur cette droite de réponse que la capnie est égale à la concentration de bicarbonate plus 15. C'est une équation où les dimensions sont oubliées. Et ceci environ jusqu'à 10 mecs par litre de bicarbonate. À ce stade, la ventilation n'arrive plus à suivre et la capnie a tendance à devenir constante, il y a une inflexion. Alors bien entendu, ce mécanisme a des limites qui sont liées à la capacité ventilatoire et ce n'est valable qu'en ventilation spontanée d'un patient conscient qui saura limiter son hypocapnie en cas de vasoconstriction cérébrale trop importante. Alors, il ne faut évidemment pas perdre de vue que le traitement de l'acidose métabolique est le traitement de sa cause et que l'induction d'une alcalose ventilatoire par hyperventilation ou métabolique par administration de sodium de bicarbonate corrige le pH et certaines fonctions liées au pH, mais introduisent d'autres effets secondaires qui peuvent être extrêmement délétères. Ensuite, il nous faut parler de la chlorurémie. L'intérêt de la chlorurémie est la principale nouveauté de ces 40 dernières années dans le domaine de l'équilibre acide-base. Normalement, il existe une certaine proportionnalité des variations du sodium et du chlorure. Au cours d'une dilution, par exemple, ou d'une déshydratation, ils varient ensemble au prorata de leur concentration naturelle. Une excellente méthode pour détecter un écart de cette proportionnalité
est soit de calculer le rapport Cl sur Na, qui est aux alentours de 0,75, soit de calculer la chlorurémie corrigée, dont voici la formule. Cl corrigé égale Cl fois 140 sur Na+. Doté de cette chlorurémie corrigée, on peut envisager une figure. Si la chlorurémie corrigée est égale à 105 millimolaires, c'est-à-dire normale, et qu'il existe une hypernatrémie, nous sommes dans la situation d'une déshydratation intracellulaire. Si elle est associée à une hyponatrémie, c'est alors une hyperhydratation intracellulaire. Si la chlorurémie corrigée est élevée, supérieure à 105 millimolaires, nous sommes alors vraisemblablement face à une acidose métabolique hyperchlorurémique. Ça ne signifie pas que le patient soit en acidémie, mais il a ce mécanisme acidotique qui existe. Si la chlorurémie corrigée est abaissée, inférieure à 105 millimolaires, de façon exactement symétrique, nous sommes vraisemblablement face à une alcalose métabolique hypochloruramique. Alors ceci nous conduit à envisager quelques exemples de troubles acido-basiques parmi les plus fréquents. Alors l'un des plus connus est vraisemblablement l'acidose minérale hyperchlorurémique, secondaire à l'administration de sérum salé isotonique. Vous avez ici les deux colonnes égales en hauteur qui signent l'électroneutralité. Et lors de l'administration de sérum salé isotonique, on voit la chlorurémie qui s'élève, tout simplement parce qu'on a apporté 154 milliéquivalents par litre dans du plasma qui contenait 100 milliéquivalents par litre. La natrémie s'élève aussi un petit peu, mais beaucoup moins, puisqu'on a apporté 154 de Na dans 140. Le bicarbonate se voit alors comprimé, il y a eu une ventilation, et des études cliniques ont observé sur des capnogrammes de patients endormis et mieux relaxés l'élimination du CO2 par voie pulmonaire lors de l'administration de cette charge en chlorure. La DIF, la différence des ions forts, est bien évidemment réduite. Symétrique, on peut envisager l'alcalose minérale hypochlorurémique qui correspond par exemple à des situations de vomissement intense avec perte de chlorure ou à l'administration de furosémide. Dans cette situation, l'espace dévolu au bicarbonate va augmenter essentiellement au détriment de l'espace dévolu au chlorure. Je vous rappelle que le mode d'action du furosémide est de favoriser l'élimination rénale, la non-absorption, la non-réabsorption tubulaire du chlorure, et que pour ce faire, le chlorure laissé dans le tubule, dans l'urine primitive, va être accompagné de sodium. C'est donc la situation exactement en miroir de celle de l'administration de sérum salé isotonique. L'administration de sodium de bicarbonate, qui est le plus puissant des alcalinisants connus, et on a la certitude qu'on ne trouvera pas plus puissant pour des raisons physico-chimiques, constitue une alcalose minérale hypernatrémique. L'augmentation de la natrémie augmente la DIF, qui donne un petit peu plus de place au bicarbonate. On a longtemps pensé que le bicarbonate était à la cause de l'alcalinisation, alors que c'est de façon évidente l'augmentation de la natrémie. Un autre sujet souvent abordé est la relation entre l'acidémie et la kaliémie. Il est classique de dire que plus le pH est bas, plus le potassium va être élevé. Bien, voici les premiers gaz du sang issus de 1700 patients de réanimation d'un hôpital parisien. Et comme vous pouvez voir, face à ce patatoïde, si l'on trouve une vague pente, il est clair que cette relation n'est pas très linéaire. Il doit exister quelques cofacteurs expliquant l'écart à la droite la moins mauvaise. On peut retenir que, contrairement à ce que l'on pense souvent, il n'y a pas de relation entre la kaliémie et le pH dans tous les cas, mais seulement dans quelques situations particulières. En fait, c'est une expérimentation animale qui a apporté la solution. Vous pouvez voir sur ce graphique, alors attention, le pH en abscisse va en décroissant de gauche à droite lors de l'administration d'acide chlorhydrique, HCl, chez des chiens endormis. Eh bien, la kaliémie monte lorsque le pH baisse, en fait, comme attendu. Lorsqu'on réalise la perfusion de chlorure d'ammonium, bien que la pente soit moindre, on observe exactement le même effet. Et il faut faire appel à une perfusion d'acide lactique pour constater une complète indépendance entre le pH et la kaliémie. L'interprétation de ce travail
et que la chlorurémie est seule responsable de la variation de la kaliémie par une acidose minérale hyperchlorurémique.